C'est un des livres à lire en ce moment. Il est publié aux éditions Luce Vilquin. Vous le signez Kira Dupont-Troubetskoy, j'ai bien prononcé? Parfait. Voilà. Ça s'appelle Le hasard a tout perdu. Ce livre vous a permis de vous retrouver, vous? Oui, on peut dire ça comme ça. J'étais partie sur l'écriture d'un livre qui n'était pas tout à fait celui-là. Et je crois que dans l'écriture, on est toujours surpris et un peu rattrapé par soi-même. Ces personnages qui sont dans ce livre, ces 8 personnages que l'on va croiser, existent. Ce ne sont pas des inventions. Tout à fait. Ce sont des récits qui sont basés sur des témoignages. Pas tous. Certains d'entre eux, on m'a parlé de leur histoire. Ça part d'un fait réel. Et puis ensuite, autour de ce fait et autour de ce témoignage, j'extrapole, j'invente des scènes et je m'approprie en quelque sorte leur réalité avec mon imaginaire. Ces personnages, vous les situez dans quelle partie du monde? Alors, ces récits prennent place, en fait, sont mis en scène dans différents pays. Alors, il y a le Cambodge de Pol Pot, la Roumanie de Ceausescu, la Corée coupée en deux, la France de De Gaulle, la Russie, pas la Russie, pardon, les États-Unis, le Danemark, la Suisse, et puis il m'en manque un, l'Espagne, qui commence en fait sous Franco, la polémique des bébés volés, et puis qui évolue jusqu'à la société actuelle. La polémique des bébés volés, par exemple, c'est l'histoire des jumeaux. C'est l'histoire, en fait, donc ce drame a commencé sous Franco. En fait, on parle d'environ 300 000 bébés volés à leur famille. Et donc, ça commence sous Franco et ensuite, ça prend un tour industriel. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enfants qui sont enlevés à leur mère, au départ pour des raisons politiques. Parce que sous Franco, on parlait en fait des rouges. Les rouges étaient enlevés, voilà, les enfants des rouges étaient enlevés à leurs parents, mis dans des orphelinats, rééduqués. Et puis ensuite, c'était pour des raisons morales qu'on enlevait ces enfants à leurs parents. Et puis ensuite, c'est devenu un trafic un peu juteux. Et puis voilà, c'était des enfants qui disparaissaient pour être replacés dans des familles à l'adoption, pour des familles qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et il n'était pas question de se rebeller, puisque de toute façon, toutes les portes se fermaient très très vite. Exactement. Oui, la chape de plomb, on avait beau porter plainte, les plaintes étaient classées. Et encore aujourd'hui, il est très très difficile en fait la machine judiciaire est encore très très lente et il y a énormément de victimes en fait qui n'arrivent pas à retrouver leurs enfants voilà, comme je vous le disais, on parle de 300 000 bébés volés, donc c'est vraiment un scandale national. Et c'est grâce à l'ADN que l'un de mes personnages, en fait, fait partie des très rares cas, je pense qu'il y en a moins d'une dizaine, qui a pu retrouver, cette mère a pu retrouver sa fille. Donc dans des démarches compliquées, et là, en l'occurrence, ce sont des retrouvailles qui se sont faites par l'intermédiaire des journalistes. Ce sont une journaliste qui en fait a fait des recoupements entre ces deux histoires, en fait, entre leurs deux témoignages par médias interposés, et qui a pu faire en sorte que la mère et la fille se retrouvent en direct à la télévision espagnole. Et je raconte cette histoire c'est l'un de mes personnages. Mais j'ai pris quelques libertés. Avec la réalité. Avec la réalité. C'est de la docu-fiction, vous le signalez. Il y a les enfants qui recherchent leur mère, et puis il y a les mères qui se séparent de leurs enfants, volontairement. Oui, alors il y a aussi ce cas-là, notamment j'ai un de mes personnages qui vit en Roumanie sous l'époque des Ceausescu, et elle se trouve tout à coup, elle a la chance d'obtenir un visa pour l'Europe. Donc, qui est une chance inouïe parce qu'elle-même ne comprend pas comment les démarches ont pu aboutir. Elle essaye chaque année, mais sans espoir. Et il y a eu peut-être une toute petite fenêtre dans les années 80 où Ceausescu a donné, en fait, a donné quelques visas
parce que je pense qu'il avait des pressions internationales pour obtenir des fonds. Et donc cette femme obtient ce visa, et pour elle c'est une vraie déchirure que de prendre la décision de quitter la Roumanie et de laisser derrière elle son mari et son bébé, qui est une petite fille de quelques mois. Et elle part pour la France, et puis finalement le destin fait, ou les circonstances font qu'elle décide de s'arrêter en Suisse, à Genève, dans quand même la patrie de la Croix-Rouge et des droits de l'homme aussi. Et voilà, donc elle est obligée de laisser cet enfant. Et ensuite ils seront réunis 3 ans plus tard, hein, mais c'est un sacrifice de 3 ans de vie, et le temps perdu, comme elle le dit elle-même, et le temps perdu ne se rattrape jamais. Est-ce que c'est la docu-fiction qui a été la plus difficile à écrire pour vous? Non, en fait, j'aime la rencontre avec les gens. Donc, comme je suis journaliste de formation, c'est quelque chose, c'est une dualité en fait. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'aime le journalisme, mais quelque part, j'ai du mal à m'en départir dans l'écriture. Donc, j'essaye de m'en éloigner un petit peu, en espérant pouvoir m'en éloigner peut-être un jour totalement. Mais là, c'était une forme que je trouvais très intéressante, parce que en me réservant certaines libertés avec les faits, j'avais l'impression de me rapprocher plus de la vérité de mes personnages. Et ça me laissait du souffle. Et ça m'a permis aussi de créer une thématique autour de ces personnages qui finalement n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que le destin réunit, dans le sens où je traite de la façon dont on décide de choisir ou de subir son destin. Ces personnages ont également en commun de ne jamais baisser les bras. Exactement. C'est vraiment ce concept développé par Boris Cyrulnik de la résilience qui m'intéresse. Je crois très fort à la responsabilité et à la volonté. Je pense qu'on peut dépasser ces circonstances. Et tous ces personnages ont en commun, à un moment donné, de tordre le cou à leur destin, de prendre la vie à bras-le-corps et de décider, peu importe les horizons desquels ils viennent, c'est-à-dire ça peut être du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, du christianisme, du judaïsme. Ce sont des gens qui sont libres et qui font un usage conscient et responsable de leur liberté. Tous ces personnages que vous faites vivre dans ce livre, ce sont des personnages qui ne se sont pas retrouvés sur votre chemin par hasard, d'où le titre d'ailleurs de votre livre, Le hasard a tout prévu. C'était des rencontres qui devaient se faire. Ce qui était intéressant, c'est que, comme je le disais au départ, c'est un livre, je pensais écrire un livre et en fait j'ai été amenée à en écrire un autre. Donc quelque part, et dans la forme et dans le fond, le titre correspond à la démarche. C'est-à-dire que en fait, j'étais rattrapée par ma propre histoire, et les personnages que j'ai choisis étaient soit déjà sur mon chemin, et certains de ces personnages sont même des gens qui font assez intimement partie de mon parcours de vie. Et donc, je ne sais pas dans quel sens j'ai choisi ces amitiés, où une partie inconsciente de ma personnalité est allée vers ces gens, et quelquefois, ils se sont trouvés par hasard sur mon chemin, comme le cas d'Ekaterina, donc cette femme roumaine. Je l'ai rencontrée au bon moment pour elle, parce que c'était le moment pour elle de parler de son histoire, de livrer son témoignage, et au bon moment pour moi, parce que j'étais dans cette démarche de livre. Donc c'est intéressant de penser que, voilà, quelque part, le hasard a tout prévu. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on subit? De quelle façon est-ce qu'on se met dans les situations? Est-ce que c'est une partie de notre intelligence qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, mais qui fait qu'à un moment donné dans la vie, on se met dans une situation qui est bénéfique pour nous, on se sort de ces moments tragiques où en fait tout s'effondre? Est-ce que c'est notre intelligence? Est-ce que c'est notre inconscient, notre force de survie, la volonté, la responsabilité? Voilà, c'est toutes ces questions qui font la trame en fait du livre. D'un magnifique livre, je le répète, il faut le lire parce qu'il est très très bien écrit, et ce sont de très belles histoires, et notamment le petit personnage qui ouvre le livre, il s'appelle Soriti, lui, vous l'avez croisé au Cambodge.
J'ai eu la chance de commencer ma carrière de journaliste au Cambodge entre 96 et 98, qui était une période très riche pour le pays. Il s'est passé énormément de choses. Et notamment, à côté de mon métier de journaliste, je donnais des cours de français au Centre culturel français et j'ai rencontré, c'était un de mes étudiants et j'avais gardé longtemps les notes. Il m'avait raconté sa vie. Et c'est vrai que, bon, au Cambodge, tout le monde a une histoire exceptionnelle. C'est un pays où malheureusement le génocide, le régime de Pol Pot a fait des ravages. Mais chez lui, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, parce que je ne vais pas raconter, bien sûr. je vais pas raconter pourquoi, mais il y a un miracle dans sa vie qui fait qu'il n'est pas seulement un survivant du génocide, mais qu'en plus il y a une petite lumière, une petite étincelle qui fait qu'il il donne de l'espoir, en fait. Là aussi, le hasard avait tout prévu. Merci d'être venu sur ce plateau. Kira Dupont-Troubetskoy. Ce livre donc est publié aux éditions Luce Vilka. Merci beaucoup. Merci à vous.